Mercredi 15 mars 2023, le monde entier a des sueurs froides. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, 2 grosses banques américaines se sont effondrées. Les banques US ont perdu en 5 jours plus de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, et les majors comme JP Morgan, Bank of America et Wells Fargo perdent respectivement 9, 10 et 12%. Cette semaine, c'est au tour du Crédit Suisse, qui perd près de 30% mercredi. Alors qu'au 31 décembre 2023, les dépôts de la Silvergate représentaient 6 milliards de dollars, et celles de la Silicon Valley Bank 173 milliards, ces banques ont déposé le bilan le 8 mars pour la Silvergate et le 10 mars pour la SVB, provoquant ainsi la disparition des fonds des clients, ainsi qu'une chute de plus de 60% du cours en bourse de cette dernière en seulement une journée. Il s'agit de la seconde plus grande faillite de banque de l'histoire américaine. Ces faillites ont eu des secousses jusqu'en Europe et en Asie, faisant chuter nos propres banques de 7 à 10% pour les chutes américaines, et de 10% de plus après l'effondrement du Crédit Suisse. La chute en cascade des banques va-t-elle continuer ? Va-t-on vivre en Lehman Brothers ? Comme en 2008 ? Est-ce le début ou la fin du cauchemar ? Quels sont les risques pour les banques européennes ? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier. Après le retour de la première vidéo de la chaîne, vous avez été nombreux à vous abonner et à liker. Donc si vous voulez me donner un coup de pouce, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. J'essaierai de poster du contenu plus régulièrement. Durant la période post-pandémique, les liquidités ont coulé à flot, soutenues par des programmes d'aide gouvernementaux et des banques centrales extrêmement accommodantes. Les prix des actifs ont tendance à gonfler lorsqu'il y a autant de liquidités. Ainsi, une banque comme la SVB, dont les principaux clients étaient des startups de la Silicon Valley, a reçu un afflux d'argent principalement déposé par ses clients. Cet argent représente un passif pour la banque, mais qu'a bien pu faire la banque de cet argent ? En fait, elle a pris l'argent et elle a investi dans les obligations d'État américaines, l'un des investissements réputés le plus sûr au monde. Comme les taux d'intérêt étaient extrêmement bas à cette époque, les clients ont reçu 0% d'intérêt en déposant leur argent à la banque. En revanche, la SVB, en investissant cet argent précisément dans les obligations d'État américaines, pouvait compter sur un rendement de plus de 1%. Quel était donc le problème ? À partir de 2022, la Réserve fédérale américaine, la Fed, a entamé l'une des hausses de taux d'intérêt les plus rapides et les plus fortes jamais enregistrées afin de lutter contre l'inflation, passant de 0,25% à 4,75% en un peu plus d'un an. La hausse des taux d'intérêt peut causer des pertes pour les investisseurs qui détiennent les obligations d'État et les vendent avant l'échéance. Si les investisseurs détiennent l'obligation jusqu'à son terme, la valeur de l'obligation sera toujours équivalente à l'investissement initial. Ce qu'il faut comprendre avec le fonctionnement d'une obligation, c'est qu'elle s'apprécie. Cela veut dire que leur valeur monte quand les taux baissent et qu'elle déprécie quand les taux descendent. Cela n'est valable que si on les vend avant leur échéance en cas de besoin de liquidité, ce qui a été le cas de la SVB. Si l'investisseur ne vend pas et qu'il attend le terme, il récupère son investissement de base ainsi que des intérêts définis au passage du contrat. C'est exactement ce qu'il s'est passé pour les investissements de la SVB qui ont baissé de 20 à 30%. Dans une situation normale, il n'y aurait rien eu d'anormal à cela, puisque ces obligations d'État actifs ne représentent presque aucun risque et sont classées dans le bilan des banques comme détenues jusqu'à l'échéance. Dans ce cas, quel est le problème ? Comme toujours, c'est un problème de liquidité. Nous sommes passés d'une situation où les montagnes d'argent circulaient presque gratuitement à une situation où l'argent est rare et cher. Le secteur de la tech s'est totalement effondré et ce secteur est celui de la Silicon Valley Bank. De nombreuses startups, en particulier celles qui ne gagnaient pas d'argent, ont eu besoin de lever des fonds dans ce nouvel environnement. Et qu'ont-elles fait ? Elles sont allées chercher de l'argent à la banque. Et c'est là qu'intervient un autre problème, celui de la réserve fractionnaire. Lorsqu'une banque reçoit un dépôt de 100 $, elle est tenue par la loi de ne conserver qu'une petite partie de ce dépôt. Donc, un problème de liquidité se pose lorsque les banques doivent avoir suffisamment de liquidité pour répondre aux besoins de leurs clients, en cas de demande de retrait. La plupart des liquidités des banques sont des titres et des prêts moins liquides plutôt que des fonds physiques. Lorsque les clients cherchent à retirer leur argent, les banques doivent vendre des actifs pour répondre à la demande, ce qui peut causer des pertes importantes. Dans le cas de la SVB, elle a vendu un grand nombre de ses obligations d'État avec une perte d'environ 2 milliards de dollars, car elle avait besoin de liquidités. Cela a mis en évidence les risques liés à la réserve fractionnaire et à la dépendance des banques vis-à-vis des actifs moins liquides pour soutenir les dépôts de leurs clients. En outre, la chute de la valeur des actifs a entraîné un bank run pour les liquidités, car de nombreuses startups ont eu besoin de lever des fonds auprès des banques en raison de l'effondrement du secteur de la tech et le manque de bénéfices de leur entreprise.
À l'heure actuelle, les banques disposent d'environ 3 000 milliards de dollars de liquidités contre 17 600 milliards de dollars de dépôts. Mais la plupart de ces liquidités ne sont qu'une ligne informatique sur laquelle est inscrit un montant. En fait, les banques ne détiennent environ que 100 milliards de dollars sous forme de billets physiques dans les chambres fortes et les guichets automatiques. Ainsi, les banques sont confrontées à une pénurie de liquidités, ce qui les oblige à vendre les actifs moins liquides pour répondre à la demande de leurs clients. Cette situation peut entraîner des pertes importantes pour les banques et souligne l'importance de la gestion de la liquidité et des risques dans le secteur bancaire. La peur, appelant la peur, les demandes de retrait ont augmenté, provoquant la chute de la SVB. Pour la Silvergate, le problème est à peu près similaire, avec en plus un investissement dans les cryptos. Ces dernières ayant fortement baissé, la Silvergate a dû vendre ses positions à perte suite à la baisse du marché, afin de récupérer des liquidités et payer ses déposants. Elle a donc au passage perdu elle aussi énormément d'argent. Afin d'éviter de reproduire le cauchemar de 2008, les autorités américaines ont très vite réagi, en mettant sous tutelle ces banques et en déclenchant l'utilisation du fonds de secours pour rembourser les déposants. Les seuls lésés dans l'histoire seront donc les actionnaires de ces banques qui ne retrouveront jamais le capital investi. Afin de rassurer la population américaine, Joe Biden a aussi tenu un discours qui se voulait rassurant. Mais cela n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est sûr. Vos dépôts seront là quand vous en aurez besoin. Et les pertes, c'est un point très important. Les pertes ne seront pas remboursées par les contribuables. Je répète, les contribuables ne paieront pas. Pouvez-vous dire aux Américains qu'il n'y aura pas d'effet d'entraînement ? Attendez-vous d'autres faillites bancaires, Monsieur le Président ? En ne voulant pas répondre aux questions de fin des journalistes, il a plus inquiété les acteurs des marchés, car personne ne sait vraiment quel sera l'impact sur les autres banques et quels sont leurs liens avec les deux moutons noirs. D'ailleurs, la faillite de ces deux banques n'a pas grand-chose à voir avec la faillite de Lehman Brothers en 2008. Et ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. En 2008, les banques avaient 23 $ de dépôt pour 1 $ de liquidité, ce qui représentait un niveau d'endettement absurde. Aujourd'hui, à la lumière de cette tragédie financière, le ratio est de 5 ou 6 fois. En 2008, les banques dans leur ensemble avaient également un problème de crédit, et elles n'investissaient pas dans des bons du trésor américains comme c'est le cas aujourd'hui, mais dans des subprimes qui, comme cité dans The Big Short, sont de la merde de chien enveloppée dans de la merde de chat. Donc je laisse Margot Robbie dans un bain moussant vous l'expliquer. Bien, en clair, l'obligation que Ranieri a mis au point a été méga profitable pour les banques. Elles ont pris des milliards et des milliards à coût de 2% de marge sur chaque obligation vendue. Puis ils se sont retrouvés à court de prêts IMO à mettre dedans. Après tout, le nombre de maisons comme de gens avec un boulot pour les acheter est limité, n'est-ce pas? Alors les banques ont inclus des prêts de plus en plus risqués dans leurs obligations. Merci, Bender. Comme ça, ils gardent la main sur la machine à cash. Ok? Ah, et puis au fait, ces prêts hyper risqués, ce sont les subprimes. Dès lors qu'on vous dit subprime, traduisez merde. Notre ami Michael Burry, il vient de réaliser que ces obligations hypothécaires supposées être à 65% AAA sont en réalité un gros tas de merde. Donc ce qu'il veut, c'est shorter les obligations. Autrement dit, parier contre elles. C'est rentré? Génial. Alors foutez le camp. Au regard de ces événements, quels sont les impacts pour les banques européennes et le tissu économique américain? La faillite de ces banques a provoqué une secousse sur les marchés financiers et le VIX, qui est l'indice de la peur, s'est envolé provoquant une forte volatilité, surtout sur le secteur bancaire de la tech. La Fed se retrouve confrontée à un choix difficile où le risque de solvabilité de ces banques est engagé. Si elle continue à remonter ses taux, les faillites de banques comme d'entreprises risquent de s'accroître. Mais si elle baisse ses taux, l'inflation va continuer de progresser et cela ne va pas résoudre les problèmes, mais seulement les décaler dans le temps. Il ne fait donc pas bon s'appeler Jérôme Powell aujourd'hui. L'impact sur les autres banques dépendra aussi de leur investissement dans la Silicon Valley Bank et la Silvergate, et leur exposition au risque. Concernant les banques européennes, aujourd'hui, une des banques les plus critiques est le Crédit Suisse. Il a trempé dans plusieurs affaires de financement illégaux en Afrique et de blanchiment pour la mafia bulgare, et a reçu un rappel au l'ordre de la bourse américaine, la SEC. Elle a aussi financé des oligarques russes peu après le début de la guerre en Ukraine, qui, avec les sanctions occidentales, ne peuvent plus rembourser leurs prêts, provoquant des défauts de paiement mettant la banque en danger. Ils ont donc titrisé ces prêts non remboursables refaisant comme en 2008 de la merde de chien enveloppée dans de la merde de chat. Comme a pu le dévoiler le New York Times tout début mars. Le mercredi 15 mars, l'action coule de 30% et secoue les marchés mondiaux après l'annonce des Saoudiens de ne plus refinancer cette banque.
Cette chute amène dans son sillage BNP Paribas qui perd 10,9%, la Société Générale qui perd 13% et la Deutsche Bank qui perd de 8,65%. Le vrai risque systémique européen est incarné par le Crédit Suisse, et c'est aujourd'hui. Comme une impression déjà vue, non ? Les économistes rassurent en expliquant que pour l'Europe, malgré la baisse des banques, le risque n'est pas important, car cela concernerait seulement certains acteurs financiers. Mais la confiance des investisseurs est déjà bien entamée. N'oublions pas que la psychologie est un pion important sur l'échiquier économique. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez nous le faire savoir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié. A bientôt sur Invest Today.